Bonjour Zero to One. Bonjour Marie. Bonjour Florian. J'avais un KPI perso quand on a décidé de lancer la deuxième édition de Zero to One à Nantes. C'était de faire venir Marie Autier. Et du coup, quand elle a répondu par la positive, moi, j'étais refait. Donc, et pourquoi j'étais refait? Parce que je pense que c'est un parcours hyper rare en France sur, on va dire, de la Startup Nation. Il y a peu de gens qui ont ce parcours et c'est ce qu'on va essayer de décrire un peu, de parcourir pendant cette demi-heure ensemble, si tu le veux, Marie. On a préparé avec Thomas, ça devait durer une demi-heure, ça a duré 1 heure. Et on s'est dit, mais comment on va faire pour... Je parle beaucoup. Non, comment on va faire pour relater tout ce parcours incroyable. Donc si vous êtes un peu frustré pendant la demi-heure, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir, Marie a sorti un livre qui retrace un peu tout ce qu'elle a fait et qui est disponible depuis 2 jours, rien que pour vous, en précommande sur Amazon. En précommande, effectivement. Il sort que le 6 mars. Mais il faudra attendre un petit peu, mais vous pouvez commander déjà si vous voulez. Et donc, le titre de ce livre? Ça s'appelle Exit, en 4 lettres, parce qu'on n'a pas beaucoup de attention span, donc il faut vite capter l'attention. Mais aussi parce que c'est tout le parcours entrepreneurial de zéro à l'exit, sans la partie Instagrammée. Donc, c'est pas un parcours qui est glamourisé, c'est la réalité de l'entrepreneuriat, que beaucoup de gens connaissent ici. Alors, ça finit pas toujours dans la Silicon Valley, mais j'ai voulu raconter en fait tout l'envers du décor, et notamment le fait que moi j'étais une fondatrice non technique d'une start-up très technique qu'on a montée en Angleterre, je vais en parler un petit peu, jusqu'à la partie la plus opaque de toute l'aventure entrepreneuriale, à mon sens, qui sont les exits. Parce qu'on n'entend jamais vraiment parler des process, on n'entend pas parler des négos et on ne comprend pas en fait comment ça se passe. Alors une petite présentation rapide, tu es une entrepreneuse, investisseuse française, fondatrice d'Eden.ai, donc c'était un copilote IA dédié à la gestion des budgets marketing. Après la revente de ta startup à Twitter en 2019, tu rejoins l'entreprise en tant que directrice produit, d'abord à Londres puis en Californie. C'est bien ça, pour l'instant pas d'erreur. Tout à fait. Peu de temps après l'arrivée d'un certain Elon Musk, tu quittes Twitter et tu renonces au reste de ton earn-out, pour en parler. Dès 2020, tu te lances dans l'investissement personnel en soutenant des startups tech en phase d'amorçage en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'est pas fini. Attaché à la diversité, tu accordes une attention particulière à la parité. Plus de 52% des startups que tu as financées ont été fondées ou cofondées par des femmes. Et depuis 2024, tu es venture partner chez First Minute Capital, je le dis en bon français, un fonds britannique où tu investis dans des startups spécialisées dans l'intelligence artificielle. Ma première question, on va revenir un peu en arrière, donc avant First Minute Capital, donc ta précédente aventure à Eden.ai. Et là, tu déjoues un peu les codes de l'entrepreneuriat, notamment en Angleterre ou aux États-Unis, où les VC, ils jurent que par des fondateurs tech. Comment tu as réussi finalement à te faire ta place dans ce monde-là? Déjà, c'était un process assez long. Quand la boîte s'est faite racheter par Twitter, la TechCrunch a titré « Cette boîte s'est faite racheter en moins de 3 ans ». Ma sœur m'a envoyé un texto et m'a dit « Mytho, ça t'a pris 20 ans ». Parce qu'en fait, ça commence quand tu as 14 ans et que tu as juste envie peut-être de te faire une place. Ou en tout cas, tu commences déjà à te dire... c'est pas clair en fait à l'époque parce qu'il n'y avait pas de rôle modèle à l'époque. Quand moi je suis rentrée en école de commerce à 20 ans, il n'y avait pas tous les exemples qu'on a maintenant et c'est beaucoup plus simple de se projeter, même si encore quand on est une femme aujourd'hui, c'est pour ça que finalement j'ai accepté de mettre ma photo sur le livre alors que j'étais pas du tout chaude pour le faire, parce que ça joue un rôle aussi, parce qu'on se projette et qu'on se dit ça peut être moi. Aujourd'hui quand on tape entrepreneur sur Google, vous pouvez le faire, vous allez voir il y a plein de mecs et c'est cool. Mais du coup, il faut un effort d'imagination. Donc ça m'a pris du temps. Moi, j'ai monté la boîte à 30 ans, alors qu'en fait, je pense que si je l'avais vu à 20 ans, je l'aurais fait. Donc, je suis partie de France à 25 ans, je suis partie en Angleterre et j'étais employée en tout pendant quasiment 8 ans avant de décider de monter la boîte.
Et effectivement, j'avais pas les codes parce que je connaissais pas de VC, il n'y avait pas un écosystème comme il y a maintenant. J'ai monté la boîte en fait, j'ai quitté mon job en 2015 et j'ai monté la boîte en 2016 avec Pierre-Jean Camilleri, qui était le CTO et cofondateur. Et lui, il est français aussi, mais il a fait toute sa carrière en Angleterre. Et il a travaillé pour Apple, donc aux États-Unis aussi. Donc, il avait peut-être plus le pied dedans. Donc, je pense que c'est aussi notre duo de cofondateurs. J'aurais pas pu réussir toute seule, c'était impossible. Parce qu'on avait plein d'avantages pour nous, mais on avait plein de déficits de crédibilité aussi, du fait que je ne sois pas technique. Donc je pense que, simplement, c'est certainement le bagage de tout le monde ici, on a parfois un déficit de crédibilité. Par exemple, si on veut se lancer, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui me pitchent et qui me disent « j'ai envie de sauver le monde, j'ai envie de faire un truc dans l'écologie ». C'est génial, mais quelle crédibilité tu as là-dedans ? Et donc, c'est OK de ne pas en avoir, mais il faut se poser la question et se dire comment je peux essayer de compenser ça. Donc, ça s'est fait au fur et à mesure. Et la première vraiment réponse, c'est qu'il faut aller dans le jeu, quoi. Il faut s'inviter dans le truc et pas attendre qu'on nous invite, parce que ça n'arrive pas. Tu as parlé du côté non-tech, mais du coup, finalement, comment aussi cette boîte-là a réussi à faire sa place alors que le NLP, donc Natural Language Processing, c'était pas du tout trendy en 2016. Et comment tu as réussi à convaincre ton cofondateur dont tu as parlé et tes équipes à travailler sur ce projet? Ouais, alors en fait, c'était pas du tout trendy pour peut-être les clients, parce que fallait être un petit peu futuriste pour imaginer ChatGPT à l'époque, parce que ça n'existait pas encore. Et pour les VC aussi, c'était pas trendy. Si. En fait, si, ça les intéressait beaucoup. La raison pour laquelle on a monté cette boîte, d'ailleurs, c'est parce que Eric Schmidt, qui était à l'époque le CEO d'Alphabet, le consortium de Google, est venu à Londres dans un espace comme celui-ci, mais qui appartenait à Google, qui s'appelait Google Campus. Et donc, nous, on travaillait là-bas. On payait, je sais pas, 200 € par mois pour pouvoir avoir un bureau. Et un jour, il nous a envoyé un email en disant ah, au fait, il y a Eric Schmidt qui sera là dans 5 minutes si vous voulez. Donc les gens se sont rués et nous on a trouvé un siège comme dans cette salle et il a dit en gros on n'était qu'aux prémices de l'application de NLP sur des logiciels et donc nous on avait cette conviction avec Pierre-Jean que effectivement les conversations se feraient pas à l'oral parce qu'à l'époque c'était un peu ça, il y avait Cortana, il y avait Alexa, il y avait Siri et il y a eu un énorme mouvement vers Slack et les conversations écrites. Donc nous, on avait cette conviction quand même, le NLP, le Natural Language Processing, ce serait quelque chose qui serait en fait le futur du travail. Aujourd'hui, c'est facile à dire, on est en 2025, ça se confirme effectivement. Mais à l'époque, je dirais que c'était peut-être facile de convaincre les VC parce qu'ils cherchent toujours à investir là où le palais va aller, pas là où il a déjà été. C'est une analogie de hockey sur glace, désolé si ça parle pas. Mais vraiment, en fait, c'était facile de convaincre les ingénieurs aussi parce que les ingénieurs, ils veulent toujours bosser sur des trucs niches et des trucs qui sont trendy, justement. Donc, dans le milieu de l'engineering, c'était facile à vendre. Alors, soit pour attirer les meilleurs, soit tu les fais coder dans un langage qui est considéré comme exotique. Il y en avait plein à l'époque. Ou alors, tu les fais bosser sur un truc qui est un peu on the edge, comme on dit, donc un peu cowboy. Par contre, trouver des clients, c'était plus difficile. Et de cofondateur, du coup, comment tu l'as convaincu de venir avec toi? Ouais. Alors, c'était un process parce qu'en fait, lui, il avait quitté Apple. Il est parti après que Steve Jobs soit décédé et donc il a essayé de monter une première boîte qui était un peu dans ce domaine-là avec un espèce d'agent AI mais qui était appliqué plutôt au B2C. Et en fait, on a commencé à discuter parce qu'il bossait sur une idée et moi sur une autre et on se demandait du feedback mutuellement. Sauf que moi, au bout d'un moment, je me suis dit, j'aimerais bien que ce soit mon cofondateur. Lui, il cherchait pas de cofondatrice. Donc c'était un petit peu à moi de lui dire, viens, on essaie de bosser sur un truc ensemble. Et au final, en fait, à force de brainstormer, on a créé une idée à deux. Et c'était déjà quasiment fait. Donc je lui ai dit, bah, viens, on le fait. Et il a dit, OK. Après, il m'a avoué, après la vente de la boîte, enfin sa femme m'a avoué, parce qu'on allait faire un petit tour dans Belsize Park avec un café, elle m'a dit, j'ai menacé de divorcer avec PJ s'il ne montait pas la boîte avec toi. Donc je pense que lui, il a eu besoin d'un petit coup de pouce pour se projeter, parce qu'on n'a pas les mêmes expériences. Lui, il est ingénieur, et il a fait une école de commerce aussi, mais surtout ingénieur. Et puis sur le papier... moi, j'ai pas un profil qui est un profil star. J'ai pas fait HEC, j'ai pas fait tous ces trucs. J'ai pas de validation. En gros, à 30 ans, j'ai bossé pour des boîtes très bien, mais pas connues. Et donc, le manque de logo, c'est même difficile pour convaincre un cofondateur, une cofondatrice. Et comme quoi, notre duo a bien fonctionné parce qu'on était très différents. Mais c'est vrai que c'est pas simple.
Ouais, donc du coup, premier tips, convaincre le conjoint de son cofondateur ou cofondatrice. Exactement. Il y a un truc de dingue, enfin, que moi j'ai trouvé dingue, c'est donc avec Aiden, vous postulez à YC, donc Y Combinator. Ouais. Vous êtes partenu, mais vous décidez quand même d'aller à San Francisco. Et à ce moment-là, donc c'est en 2019, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Go big ou go home? Ouais, alors pour nous, c'était vraiment littéralement ça. C'est-à-dire qu'on a postulé 2 fois à YC, mais la deuxième fois, on n'avait pas trop envie de le faire. On s'est un peu fait convaincre par un ancien de YC qui s'appelle Pierre Bétouin, qui était le CEO et cofondateur d'une start-up de cybersécurité qui a commencé à Paris, qui a fait YC et qui est partie aux US, qui s'appelait Screen. On buvait une bière et c'est lui qui nous a un peu poussé à le faire. Il était vraiment très, très convaincant et convaincu de YC. Et du coup, il nous a souhaité... Deuxième tips pour convaincre, boire des bières. Ça marche très bien. Mais c'est surtout lui qui nous a dit, quoi qu'il arrive, vous le faites. Alors en rigolant, j'ai dit de toute façon, même si on n'est pas pris, on s'y invitera. Et donc le lendemain, on passe l'entretien à Mountain View. Donc Mountain View, c'est dans la Silicon Valley, c'est à 40 minutes de San Francisco à peu près. C'est l'endroit où il y a toutes les plus grosses boîtes de tech, mais honnêtement, Y Combinator, ça ressemble à un préfabriqué. Qui ressemble à rien, qui est mal peint, et donc c'est pas si impressionnant que ça en vrai. Par contre, à l'intérieur, bon, là on a l'impression qu'on avait déjà eu la première fois parce qu'on se dit quand même, c'est vrai que on touche le truc du doigt. On pitch et on se fait pas jeter tout de suite en fait. Truc très rare. Ils nous redemandent de revenir après. Donc on sort de la salle, c'est 10 minutes les entretiens de Y Combinator, même si tu viens de l'autre côté de la Terre. C'est connu pour ça, c'est pas top pour le bilan carbone, je recommande pas. Mais donc on y va, et puis là ils nous disent Can you come back? Donc on fait OK. On revient, et là ils disent non, en fait on vous prend pas. Donc on n'est pas pris, et ils n'ont pas confiance dans les unit economics. Donc en gros, ils trouvent qu'il y a un décalage entre le temps que ça nous prend pour closer des deals et la taille de nos deals. Et ils ont raison. Et ça qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle une reconnaissance de pattern. Donc ils voient en fait tellement de volume de start-up qu'il y a des choses que tu refuses de t'admettre toi en tant qu'entrepreneur. Donc ça nous donne une bonne gifle. Et sur le vol du retour, je repense à ce qu'on avait dit avec Pierre. Je me dis bon vas-y, je vais faire une slide parce qu'on devait l'annoncer à l'équipe. Ils savaient pas qu'on avait passé les entretiens, on leur avait pas dit. Et je fais une slide pour la team update du lundi où j'écris on déménage à San Francisco. Et après, je me dis, mais attends, je peux pas faire ça. J'ai une fille de 14 mois à l'époque, qui est un tout petit bébé. Je pense que mon mec va être moyennement content de cette idée farfelue. Et je l'efface. Et surtout, c'est marrant parce qu'on se dit des trucs quand même qui sont idiots. Franchement, on est notre plus grand ennemi dans ces moments-là. C'est pas les autres, le problème, c'est nous. Parce que moi, je me dis, attends, je vais grave me faire juger. Les gens vont dire que je suis une mère lamentable. Personne m'a dit ça. Et en fait, c'était moi qui me suis raconté ça tout seul. Donc, j'efface la slide. Et après, je me dis, attends, fais un exercice de visualisation. Tu te projettes. Ta fille a 12 ans et pas 14 mois. Et tu lui dis, soit, écoute, quand tu étais petite, maman a eu l'opportunité de partir à San Francisco et ça aurait peut-être changé la trajectoire de la start-up. Ou alors, mais je ne l'ai pas fait et du coup, la boîte a fait faillite. Ou alors, on y est allé et ça a positionné la boîte sur une trajectoire qui nous a fait réussir. Et je pense qu'elle aurait dit, bah, écoute maman, t'es bête parce que les enfants n'ont pas de souvenirs avant l'âge de 4 ans. Et donc ça m'a rassurée, j'ai remis la slide et après en fait on a annoncé qu'on faisait un No YC programme à toute l'équipe. Donc on a annoncé le lundi qu'on partait à San Francisco pendant 3 mois sans donner d'equity à Y Combinator et on l'a fait. C'est beau. Donc Go Big ou Go Home dans le titre, c'est fait. Pour déjouer les statistiques aussi sur YC, tu me disais en préparation que la plupart des Français qui ont fait YC, notamment à ce moment-là, étaient plutôt introvertis. Et toi, alors, tu es plutôt extraverti? Ouais, alors il y a des codes partout. Alors c'est pas spécifique aux Français. Je pense que les Français que j'ai en tête, je sais pas. Ouais, si quand même. Mais il y a effectivement des codes. Donc en France, il y a un archétype qui est assez choquant. Moi, je suis rentrée il y a 1 an et demi. J'ai passé 13 ans à l'étranger, donc j'étais en Angleterre pendant longtemps et j'ai fait les US 2 fois. Mais c'est vrai que dans la tech aux US, dans la Silicon Valley, c'est plutôt des gens qui sont assez introvertis et qui s'habillent pas bien on purpose, j'ai envie de dire. Ils font exprès. Donc c'est assez mal vu d'être français quand tu débarques habillé en Zara. Ne serait-ce que Zara, c'est considéré comme quelqu'un qui passe trop de temps à s'habiller par rapport à coder, en fait. Et il y a un décalage qui est énorme, parce qu'en France, qui est un écosystème voilà, peut-être moins divers, clairement, au niveau des entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui, moi, je trouve, qui se ressemblent par rapport à ce que j'ai vu à l'étranger ou ce que je vois dans les gens qui me pitchent.
C'est plutôt l'archétype des fondateurs ou fondatrices qui sont très assertives, très extraverties. Alors pas tout le monde, hein, mais plutôt. Là-bas, c'est plutôt introverti, technique, et qui doivent plus se développer en termes de vendeurs, on va dire, de qualité de vente, mais qui sont très techniques. C'est quoi l'ambition pour Marie Houtier? Tu m'as parlé notamment de growth mindset, de fixed mindset. Est-ce que tu peux développer ta vision de l'ambition? Ouais, l'ambition, c'est Claire Breton que vous avez eu ici, qui décide de monter une méga start-up depuis Nantes pour faire de l'électroménager de seconde main et pour laisser une empreinte écologique meilleure. C'est Géraldine Lemeur que vous avez eu aussi, qui a monté le web. C'est une énorme conférence dans les années 90. Aujourd'hui, si on a un écosystème, c'est grâce à des gens comme ça. Alors parfois, ça veut dire partir, mais parfois, c'est pas ça. L'ambition, c'est Raphaël Quenard, c'est l'acteur qui joue dans L'Amour ouf, qui a un accent du nord de la France qu'il a décidé de ne pas lâcher et qui se fait jeter dans plein de castings parce qu'il a un gros accent, mais il s'en fout. Donc c'est ça l'ambition, c'est aussi c'est de décider d'être franchement papa au foyer ou maman au foyer quand on est stigmatisé pour choisir ça. Donc l'ambition, c'est d'être aligné. Et moi, chez moi, l'ambition, ça m'a amené à partir en dehors de mon environnement parce que je ne trouvais pas ce que je cherchais. Mais l'ambition, c'est pas de dire la France c'est nul ou c'est nul de monter une boîte depuis la Normandie. Moi, je suis de Normandie ou depuis Nantes. C'est d'accepter de vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts du moment où vous êtes racheté par Twitter, enfin, ou même juste un peu avant? Juste un peu avant. Alors, ce que je peux dire, c'est que quand on est fondateur et quand on est CEO en particulier, ce qui était mon rôle, on a un rôle un peu spécial, c'est qu'on ne vit pas trop dans le présent. Je sais que tout le monde dit c'est bien d'être dans le moment présent, mais ça c'est bien quand tu as vendu ta boîte. Quand tu es encore la tête dans le guidon, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui voit dans le futur. Et voir dans le futur, ça veut dire essayer de se projeter, de se dire ça va où ce truc dans lequel j'ai mis toute mon énergie, toutes mes ressources, et je suis en train de vendre ça à tous mes employés chaque jour. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que on fonce droit dans le mur? Et donc nous, en août 2019, à la fin du programme No IC qu'on s'était fixé, j'ai voulu lever des fonds aux États-Unis et du coup j'ai fait cet exercice un peu basique de se dire quelles sont nos chances de réussite. Et elles n'étaient pas super bonnes, pas parce que... Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en partant aux US, on a réussi à trouver le product market fit qu'on cherchait tant, mais on s'est rendu compte aussi que le marché était en train de changer. Et quand le marché change, ça veut dire que les levées de fonds, elles vont être compliquées, et que nous, on avait un business qui nécessitait des levées de fonds. Donc, en gros, on s'est dit, ce serait bien d'avoir du leverage de négociation, et c'est ce que j'ai fait en entamant des discussions d'acquisition. Ça, c'est un tabou aussi, je pense, les acquisitions et les exits, parce que, en fonction des cultures, en plus, parce qu'en France, on est, que vous le sachiez ou non, on a un héritage judéo-chrétien qui fait qu'en fait, on a un rapport à l'argent qui est fondamentalement différent de celui des Américains. Donc, ne serait-ce que d'imaginer qu'on a évoqué le sujet de l'exit, ça peut être assez mal perçu. Donc, il y a plein d'entrepreneurs français, je trouve, dans les gens chez qui j'ai investi, qui sont plus mal à l'aise d'en parler que les Américains. Moi, je suis assez américaine et anglo-saxonne là-dessus. D'ailleurs, je suis franco-anglaise, donc je peux me prendre mon passeport anglais pour ces sujets-là. Mais l'idée, c'était de se dire, OK, si on a des offres de rachat, on pourra renégocier la levée de fonds dans des conditions plus favorables. Et je vous invite tous à faire cet exercice parce que même si vous ne le faites pas, même si vous finalisez pas les discussions, il y a de la valeur dans l'exercice en lui-même. Et il se trouve qu'il s'est passé plein de trucs que je pourrais pas résumer très très facilement, mais la réalité c'est que fin août 2019, factuellement, on a une conversation à San Francisco avec Pierre-Jean où je lui ai dit écoute, je vais essayer de voir si on peut avoir des offres de rachat, sachant que je ne savais pas si la technologie et le produit qu'on avait développé étaient sur les product roadmap des grosses boîtes de tech. Tu as pas cette info-là en fait quand tu es la tête dans le guidon. Et le 21 novembre 2019, on s'est fait racheter officiellement par Twitter. Donc il y a eu beaucoup de discussions entre ces deux moments-là. Et il y a eu aussi beaucoup de rythme, on va dire, pour que ça close aussi rapidement. Tu avais une autre proposition, non? Enfin, ou d'autres discussions avec un autre acteur? Oui, alors ça, vous pouvez pas... En fait, toutes les négos sont les mêmes. C'est impossible de discuter jamais avec une seule personne. C'est comme les levées de fonds, c'est idiot. C'est comme les employés, quand vous cherchez quelqu'un, vous cherchez les meilleurs, vous n'allez pas interviewer qu'une personne et dire « J'en mets, j'ai trouvé ».
Donc il faut de toute façon parler à tout le monde. Par une chance extraordinaire, il se trouve qu'on a eu une offre de rachat, 2 offres de rachat, donc une de Snap aussi, ce qui était vraiment des conditions, je ne vais pas dire favorables, parce que c'est juste des cartes que tu as en plus dans ton jeu. Tant que tu ne les as pas jouées, ça ne sert à rien. Il y a énormément de personnes que moi j'ai côtoyées qui ont reçu des offres de rachat ou qui sont rentrées dans les processus d'acquisition qui n'ont jamais vendu. C'est encore plus coupe-gorge que les levées de fonds. Parce qu'on ne sait pas, parfois ils parlent à 10 personnes en même temps. Il y a une histoire, franchement, qui était tellement choquante et qui était juste au-dessus de nous physiquement, parce que dans le même bâtiment, on avait une boîte juste au-dessus qui était dans un processus de rachat avec une boîte allemande. Et le jour de la signature, ils ont dit « Désolé, on rachète la concurrence ». Donc moi, j'étais en mode « J'y croirais pas tant que l'encre aura passé ». Et je leur ai dit. Et j'ai entendu aussi un gars que je connaissais qui a vendu sa boîte à Google, qui en fait avait eu un term sheet, donc une offre de rachat. Il avait dit à ses parents, à ses potes, tout ça. Et en fait, après la due diligence, donc il y a une phase en fait où on va regarder, on va soulever le capot. Il a eu une offre de rachat qui était 1/10 de ce qu'il avait eu, et il a été obligé de l'accepter parce qu'en fait, il voulait pas perdre la face. Donc il y a tout ce truc qui est quand même sous haute tension et qui c'est pas parce qu'on a une offre que ça va closer. Donc ça, j'en avais conscience. Tout à l'heure, je crois que tu as échangé avec Clément de Vertigo, là, qui vient de se faire acheter par une boîte américaine. Est-ce que tu peux nous décrire les 3-4 premiers mois d'intégration avec Twitter, comment ça s'est passé? Parce que je crois qu'en plus, vous étiez pas aux États-Unis, mais en... Alors, on était à Londres au début, ouais. Alors, je ne sais pas si les gens peuvent apprécier ça, parce que Twitter, c'était une boîte très connue dans la Silicon Valley pour sa culture. C'est une boîte qui était les pionniers de tout ce qui était diversity and inclusion. C'est une boîte qui a une culture assez extraordinaire. Donc, le premier jour, tu me parles du premier jour, on arrive dans les bureaux à Londres. C'était un bureau qui était... il y avait peut-être 300 personnes quand même. Et on se fait accueillir par 35 drag queens qui sont en train de chanter. Et là, je me dis... Ah, c'est hyper intéressant, c'est cool. C'était avant Elon Musk. C'était avant Elon Musk. Et en fait, ils avaient filmé la finale de Drag Race, qui est une série télé. Mais vraiment, c'était drôle parce que nous, on sortait un peu de notre caverne. On était dans un bureau qui était assez classique. Il se passait rien de spécial. Donc, c'était un peu déjà la teuf. C'est-à-dire que Twitter, c'est une boîte hyper particulière. C'est encore, mais c'est très différent maintenant. Je ne peux pas vraiment décrire ce que c'est devenu. Mais ce que c'était à l'époque, c'est que c'était quand même... C'était dingue. C'est-à-dire qu'on a été tous invités déjà à aller au Texas, à Houston. Ils ont littéralement fermé une partie de la ville pour accueillir tous les employés. C'était 4000 employés à l'époque. 4000, c'est petit en fait. Pour une boîte de la tech, je ne sais pas si vous avez en tête, à l'époque, en 2019, tu avais déjà 50 000 employés chez Meta. Tu avais une centaine de milliers d'employés chez Google. Donc 4000, c'est rien par rapport à la place que cet outil avait dans le monde. Et en fait, c'était fascinant. Tu avais... Jack Dorsey, à l'époque, était donc le CEO qui a invité des gens dont il était proche à venir sur scène à parler aux employés. Tu avais Simon Biles, qui était l'athlète olympique, qui était une des super users de Twitter. Il a aussi invité Chrissy Teigen, qui est la femme de John Legend et qui était on l'appelait la mairesse de Twitter parce que c'était quelqu'un qui avait des millions d'utilisateurs et qui nous donnait beaucoup de feedback sur le produit. Et il y a aussi eu un vidéo call à l'époque avec Elon Musk parce que c'était un proche non seulement de Jack Dorsey, mais c'était un super user de la plateforme. Et donc, rejoindre une boîte comme ça, c'est complètement lunaire quand, à la base, juste pour être clair, moi, j'étais primo-entrepreneur et j'ai eu une idée de monter une boîte. Et 3 ans plus tard, on se retrouve dans ce truc. Ils ont privatisé la NASA. Donc, je pense que c'est intéressant, mais il y a vraiment une partie de moi où je me dis, putain, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Donc tu te pinces un peu quand même. Et du coup, je crois que vous avez donné un temps pour développer des choses, et puis vous l'avez fait un peu plus vite. Alors l'intégration, effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'intégrations qui se passent très mal, et eux ont eu des mauvaises intégrations, donc ils avaient pris la décision de mieux intégrer les startups qui les rejoignaient. Donc on a eu un soutien extraordinaire. Moi, franchement, ils m'ont donné un poste que je comprenais pas le poids en fait qu'ils m'avaient donné aussi, mais j'ai eu un accès. J'étais la première directrice du produit en dehors des États-Unis, donc j'avais aussi accès à tout un tas de choses qui étaient très clés. Ils nous ont demandé d'intégrer
intégrer Aiden, donc la technologie qu'on avait développée dans la stack Twitter. Ils nous avaient donné 1 an pour le faire. On l'a fait en 4 mois. Mais c'est pas parce qu'on était plus intelligents que les autres, c'est parce qu'en fait, ils nous ont isolés. Et nous isoler du code des autres. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de dépendance technique et honnêtement, c'est un petit peu la partie qui est ennuyeuse mais qui est intéressante sur la partie de productivité, on se déplace beaucoup plus rapidement quand on n'a pas de dépendance à gérer. Donc au début, tu impressionnes tout le monde et après, en fait, tu es dans cette machine qui est énorme et tu es obligé en fait, de retirer ta casquette de start-upper ou tes 12 et de t'adapter. Donc nous, ils nous ont pas mal financé, ils nous ont donné beaucoup de budget, donc on a recruté, au final, on était 60. Donc on est devenu quasiment intrapreneurs, mais jusqu'à ce qu'ils nous laissent finalement un peu faire notre truc, et ils étaient très forts là-dedans. Je pense qu'il faut reconnaître que les entrepreneurs ils sont pas faciles à caser, quoi. Ils sont casse-couilles en vrai. Parce que, moi, je sais que je rentre pas dans les codes, donc la hiérarchie, je m'en fiche un petit peu. Je suis très respectueuse, mais ça me parle pas, la politique, pas du tout. Et je trouve qu'ils ont été très forts là-dedans. Ils ont réussi à créer des poches d'innovation en laissant les gens faire leur truc, quoi. Tu nous as confié aussi avec Thomas que le but de l'entrepreneuriat est d'expérimenter sa médiocrité. Comment on peut déconstruire un peu le mythe de l'entrepreneur qui est beaucoup idéalisé finalement et promouvoir une vision un peu plus nuancée? Je pense qu'il est idéalisé de l'extérieur. N'importe quelle personne qui a été entrepreneur sait que c'est pas glamour du tout. Alors, littéralement, quand tu as vendu ta boîte à Twitter, les gens réécrivent l'histoire en disant que c'est chambé, mais en fait, tu te fais jeter 60 fois quand tu pitches un truc, les gens voient pas le truc, ils disent non. Ou le pire, c'est même pas qu'ils ne voient pas, ils ne voient pas si c'est toi qui le fais. Donc, je pense vraiment que la part de l'échec, l'échec, il est normal. Ça veut dire que tu es en train de progresser vers la réussite. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être un décalage culturel important qu'il y a en France. Je ne sais pas, c'est plutôt les gens qui me le disent. Moi, je ne sais pas parce que honnêtement, j'ai pas du tout, j'ai pas conscience de ça, je pense. Vu que j'ai quand même monté la boîte en Angleterre, oui, j'ai levé des fonds en France, mais moi, j'ai très peu été en France. Donc même m'exprimer en français, maintenant je le fais, mais c'était bizarre pour moi de raconter l'histoire en français parce que je savais même pas si j'ai les bons mots. Pour expliquer vraiment l'intensité et tout ça. Et par rapport à la médiocrité, quand on est CEO pour la première fois, on est CEO autoproclamé. Personne m'a dit tu seras CEO. C'est moi qui ai changé mon nom sur LinkedIn et hop, c'était fait. Donc en fait, tu es médiocre. Parce que, à moins que tu aies énormément d'expérience, ce qui n'était pas mon cas dans plein de trucs, tu es obligé d'apprendre. Par exemple, moi, j'étais pas très bonne pour le recrutement. Et je m'en suis rendu compte assez rapidement parce qu'on recrutait des gens qui étaient super, mais pas pour nous. Et donc, il faut accepter et dire, moi j'ai dit aux investisseurs, je suis vraiment mauvaise là-dedans, est-ce que vous avez un truc à me recommander? Et il y a de la littérature sur plein de trucs. Maintenant, il y a des podcasts sur tout. Dès qu'on a un problème, il y a quelqu'un qui a forcément vécu le truc. Moi, j'ai écrit un livre aussi, mais honnêtement, on peut apprendre beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est accepter qu'on n'est pas forcément bon et aller chercher l'info pour avoir les best practices de ceux qui ont réussi. On arrive un peu au bout, malheureusement. Peut-être en mode takeaway, s'il y avait 3 questions fondamentales que devrait se poser un entrepreneur, ce seraient lesquelles? Je pense que la première question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous êtes dans le bon environnement pour réussir? Et ça ne veut pas forcément dire d'aller dans la Silicon Valley, parce que c'est pas ça. C'est est-ce que vous êtes entouré, parce que moi je suis pas self-made, contrairement à ce que les médias laissent penser. J'avais mon mari qui était là, qui s'est occupé de notre fille pendant quasiment 3 mois, même si je faisais des allers-retours. J'avais un réseau de personnes qui étaient invisibles, mais qui étaient là aussi. Et si vous n'avez pas ça, il y a plein d'entrepreneurs qui sont à la Silicon Valley, mais qui sont hyper esselés et qui peuvent pas en fait réussir. Je pense que la première question, c'est l'environnement. La deuxième, c'est est-ce que vous vous limitez dans votre ambition? Souvent, c'est des limites qui sont imposées par nous-mêmes. Donc, c'est ce truc de vraiment déconstruire les pensées limitantes. On parle beaucoup de préparation mentale maintenant dans l'entrepreneuriat, comme on en parle depuis quelques temps dans le sport. Ça fait une énorme différence. Parce que si moi, je m'étais dit, tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas fait HEC, tu n'as pas de diplôme d'ingénieur, tu n'y arriveras pas aux US, c'est sûr que j'aurais pas réussi. Donc il y a un truc aussi où il faut faire cet exercice de se dire quels sont les points qui sont un peu douloureux, les endroits d'obscurité on ne veut pas aller voir.
et qui peuvent en fait nous empêcher d'aller jusqu'au bout des trucs. Et troisièmement, je pense que est-ce que ça en vaut la peine ? C'est le coût des choses, des sacrifices qu'on fait. C'est difficile d'avoir du recul quand on est dedans. Moi, je trouve qu'on ne peut pas être sur le terrain et dans les gradins en même temps. J'avais pas de recul du tout. J'étais complètement dans le just do it, qui est pas top, je pense. Écrire un livre, ça m'a permis forcément d'avoir cette prise de recul et de pouvoir, j'espère, passer les enseignements que j'aurais aimé avoir à d'autres entrepreneurs. Du coup, si vous voulez aller plus loin, dans la préparation, tu nous as dit aussi, je suis un peu un condensé de Bridget Jones, Rambo et Austin Power. Donc je vous encourage à lire Exit, donc disponible en précommande sur Amazon. Et puis je crois qu'on peut te faire un grand merci, Marie. On peut l'applaudir. Merci à tous.